Bonjour, bienvenue à cet enregistrement du module électronique sur le modèle grand et petit signal des diodes. Il s'agit ici pour moi de présenter un résumé à haut niveau des points importants, pas d'aller dans tous les fins détails de ce module. Donc, mon but, c'est de faire une vidéo qui n'est pas trop longue et qui va vous amener aux points importants dans ce module de cours. Donc, si je fais ça. Donc, rappel sur les semi-conducteurs, c'est quelque chose que vous avez vu au cours précédent, le ELE 2305 sur les semi-conducteurs. Vous y avez déjà passé beaucoup plus de temps. Donc, les semi-conducteurs qui sont caractérisés par une bande de valence, une bande de conduction et qui vous donnent, du côté des semi-conducteurs, un comportement où le composant conduit peu, puis où il vous permet, via des jonctions que l'on dope. Donc, quand on vient sur ce schéma, vous avez une zone qui est dopée P, une zone qui est dopée N, et cette zone dopée P induit un gradient de concentration des porteurs pour lequel les porteurs de type P vont diffuser vers le côté N, les porteurs de type N vont diffuser vers le côté P. Cette diffusion des porteurs va laisser dans une zone à l'interface entre les deux jonctions, une zone dite de charge d'espace. Et cette zone dite de charge d'espace va laisser des ions fixés sur le cristal qui vont induire, comme on le voit ici, un- une paire de bandes de potentiel positives et négatives qui vont induire un champ électrique. Et ce champ électrique va, pour sa part, induire un courant de dérive. Et à l'équilibre, quand la diode est à l'équilibre, elle ne produit pas de courant, parce que si elle le faisait, on pourrait en extraire de l'énergie, ce qui n'est pas réaliste. Elle ne produit pas de courant quand le courant de dérive est exactement égal au courant de diffusion et elle est à l'équilibre. Maintenant, on peut perturber cet équilibre en mettant une polarisation directe ou une polarisation inverse. Et quand on met une polarisation directe, donc comme on le voit ici, quand on met une polarisation directe entre l'anode et la cathode, on va induire un courant direct de conduction. Et là, on voit ici un premier modèle qui est extrêmement important de la diode. C'est le modèle dit idéal de la diode. Je vais me donner un petit outil d'annotation. Donc, le modèle idéal de la diode. Donc, dans ce modèle idéal de la diode, et rappelez-vous, point important, anode, cathode. Oups, ça m'annote pas au bon endroit. Donc, anode et cathode. L'anode et cathode est, rappelez-vous, dans l'ordre alphabétique A vers C. Donc, de A vers C, c'est le sens de la diode, côté P, côté N, et le courant passe dans la diode dans le sens de la flèche. Et là, on voit ici, pour la diode, son modèle dit idéal. Et dans le modèle idéal, donc c'est une relation tension-courant où quand la tension est positive au bord de la diode anode vers cathode, le courant passe. Quand la tension est négative, la diode est bloquée. Ça peut nous donner ce modèle que l'on a ici, qui est un modèle de, finalement, de commutateur. Donc, la diode laisse passer le courant de l'anode vers la cathode et elle ne le laisse pas passer dans le sens inverse. Puis une diode est dite idéale si cette diode idéale va être considérée comme ayant une chute de zéro. Évidemment, c'est un modèle qui est idéal, qui ne reflète pas totalement la réalité, mais quand même très, très utile et pratique dans un premier temps et dans bien des cas pour comprendre l'idée de base d'un circuit. Je vais vous ça plus. Donc, si je poursuis la discussion de ce module de cours, donc là maintenant, on arrive à la caractéristique réelle de la diode.
Donc, dans cette caractéristique réelle de la diode, on voit que la diode va en fait avoir, et c'est classique, une chute directe pour une diode au silicium de 700 millivolts, alors que pour une diode, et donc, 700 millivolts, typiquement, on va le voir pour une diode signal, pour un courant ici, qui va se manifester à des courants de l'ordre du milliampère. C'est cette portion de la réponse de la diode. Et vous voyez ici un graphique qui n'est pas à l'échelle. Dans la zone négative, qui est ici, dans cette zone négative, donc on va avoir éventuellement, pour une tension négative suffisamment élevée, une brisure on appelle une brisure zénère de la diode ou un claquage de la diode. Pour une diode redresseur typique, si vous allez par exemple avoir un N4005 au laboratoire, ce potentiel-ci peut se situer autour de moins 300, moins 400, moins 500 volts, alors qu'en direct, la chute de la diode est de 700 millivolts. Et encore une fois, le courant en mode direct, il passe de l'anode vers la cathode quand on met une polarisation plus-moins. Donc, on a un certain nombre de détails qui vous sont donnés par la diode. Vous avez déjà vu ça dans le cours précédent. La diode qui est décrite par une relation exponentielle. Donc, une relation exponentielle en E exposant V sur état VT. Donc, plusieurs détails là-dedans, notamment le coefficient d'idéalité de la diode, le état, qui est un paramètre important et qui nous permet effectivement de un peu de jauger ou de calculer où va se trouver le genou de la diode et son seuil de conduction. Donc, et on a cette relation, dont E exposant V sur état VT moins 1. Le moins 1, en nominalement, c'est lui qui reflète le fait qu'on a un courant constant quand c'est négatif. Notez que cette expression n'inclut pas l'effet de claquage qui est ici, et elle est représentative de cette zone où le courant est une exponentielle avec la tension directe. Il y a plusieurs détails là-dedans, notamment typiquement pour une diode au silicium, on considère un état de 2. Pour une diode discrète au germanium, parce qu'il y a d'autres matériaux, il n'y a pas juste le silicium qui permet de faire des diodes. Le germanium, par exemple, on verrait un coefficient d'idéalité de 1. Et on constate que dans ce terme ici, en fait, il y a le terme VT qui est extrêmement important, qui est la tension équivalente à la température, KT sur Q, et ce KT sur Q, donc, est nominalement égal à 25 millivolts à une température de 300 Kelvin. Normalement, c'est pas une température en degrés Celsius qu'on met là-dedans, mais une température en Kelvin avec Q, la constante avec quand K égale la constante de Boltzmann, Q est la charge d'un électron. Donc, la seule chose qui varie là-dedans, c'est la température. Et donc, c'est le terme que l'on a là-dedans qui détermine en première approximation la caractéristique réelle d'une diode. Et encore une fois, ce modèle n'est pas un modèle parfait, n'est pas un modèle complet. Il y a des choses qui sont idéalisées là-dedans. Et je le disais, je le soulignais, la brisure inverse n'est pas dans le modèle. Donc, si on poursuit, on a cette exponentielle qui est là. Et pour quand V est sensiblement plus grand que état VT, donc si mon état est égal à 2, mon VT est égal à 25 millivolts, état VT c'est 50 millivolts, donc au-delà de 500 millivolts, donc 500 millivolts divisé par 25, c'est un nombre qui est très grand devant 1, et on peut négliger le moins 1, et c'est ce qu'on va faire dans essentiellement tous les calculs. Parce que dès qu'on rentre le moins 1 dans l'équation, la plupart des tentatives de solutions analytiques vont tourner à rien. Donc, pour travailler, pour simplifier les expressions, on va d'habitude laisser tomber le moins 1. Oups. On va laisser tomber le moins 1 qui est là. Et le rationnel est qu'on est dans cette zone ici, au-delà de 500 millivolts, ou 500 millivolts sur 2 fois 25 millivolts, ça nous fait un facteur de 20. E exposant 20, c'est un très grand nombre. Donc, on peut laisser tomber le 1. Donc,
Des détails sur le comportement de la diode, le courant dit de saturation, qui est son courant inverse. Il y a des détails, vraiment des détails, mais évidemment, le modèle n'est qu'un modèle. Et si on le prend trop au pied de la lettre, on peut s'apercevoir concrètement, on peut même montrer au laboratoire que ce modèle n'est qu'une approximation, parce que la valeur de IS qu'il faut mettre dans cette équation pour arriver avec cette relation 500 millivolts à 700 millivolts ne correspond pas à la valeur qu'on va mettre là-dedans pour modéliser le courant en inverse. Il y a comme deux valeurs de IS, une valeur théorique pour représenter comment ça se comporte dans le mode direct, et une autre valeur qui, elle, effectivement, dans le mode inverse, le courant de saturation de la diode ne va pas se mesurer en femtoampères, il va plutôt se mesurer en nanoampères. Donc, c'est un peu comme une équation avec une double face. Quand on est en mode inverse, elle est plutôt représentée par un IS de 10-9, alors que quand on veut la représenter en mode direct, si on veut arriver aux 700 millivolts, il faudrait mettre un IS de 10-14 ou 10-15 dans les équations. Donc, la même équation colle à peu près, mais pas toujours avec le même IS dépendant de la zone. C'est l'indice du fait que la physique est pas mal plus complexe que le modèle simplifié qu'on a pu vous en décrire jusqu'à date. Un point important par rapport à la diode, c'est que ce courant inverse double approximativement à tous les 10 degrés Celsius. C'est une propriété qui est extrêmement importante de la diode. Donc, le courant de fuite dans une diode à 25 degrés Celsius, puis le courant de fuite dans une diode à 125 degrés Celsius, qui est typiquement la température maximale d'opération d'un circuit au silicium, ben, il y a un 100 degrés Celsius de différence ou 100 Kelvin, ce qui va se traduire par une augmentation du courant de fuite de la diode par un facteur de 2 exposant 10, qui est à peu près 1000. Donc, attendez-vous, quand vous regardez le courant de fuite d'une diode, que si vous comparez son courant de fuite à température ambiante et son courant de fuite quand elle est chaude à la température maximum normale d'opération d'un circuit au silicium, ben, il y a un facteur de 1000 entre les deux, et c'est ce que ce point-là, qui est très important, dit dans la planche. Un concept, le concept de droite de charge. Donc, si on prend l'expression VDD moins RID, donc VDD moins RID, VDD moins RID, c'est cette droite-là. VDD moins RID, quand VDD moins RID va être égal à VD, la tension de diode, ben, effectivement, vous allez trouver ce point, et ce point est une solution graphique de, finalement, de la boucle qui est ici de l'analyse de la diode. On va revenir quelques fois dans le trimestre sur cette notion de droite de charge, mais sans perdre de généralité, vous pouvez toujours faire ça. Prendre une courbe non linéaire, mettre le VDD, mettre VDD moins RDID qui vous donne une droite de charge. L'intersection des deux, ça vous donne le point d'opération, qui est un concept important. On vous montre ici un exemple par lequel, même si on ne sait pas résoudre cette fonction, parce qu'effectivement, une solution analytique directe, si on savait l'inverser, on le ferait. Mais on ne le fait pas parce qu'en réalité, euh, la solution analytique directe, typiquement, ça vous amène à des équations transcendantales pour lesquelles on ne peut pas inverser complètement la solution. Donc, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette courbe, puis on peut montrer comment on peut faire une solution approximative en supposant un point de départ approximatif, puis en itérant dans une boucle. Ça, c'est le concept qui vous est montré de l'analyse itérative. C'est peut-être plus facile à visualiser via un exemple. Donc, un exemple qui est de dire considérer un point de départ. Et on fait très, très souvent ça. On va dire, faisons l'hypothèse que ma diode a 700 millivolts de tension directe de chute.
qui correspond à un fonctionnement autour de 1 milliampère. Et considérons un état. Bon, état est proche de 2. État est une donnée du problème. Il est classique dans un problème de vous donner une valeur de état. État, on va le voir, est une valeur que l'on pourrait mesurer expérimentalement pour coller, pour faire en sorte que l'équation théorique colle sur des mesures au laboratoire. Donc, mettons on présuppose qu'on a ou on vous donne dans la donnée d'un problème une valeur de état. Ensuite, vous pouvez donc résoudre itérativement cette équation. Je ne vais pas le faire complètement au long, mais si vous avez cette expression ID est égal à IS fois E exposant V sur état VT, notez que le moins 1 est disparu. On peut prendre le logarithme de ID, le logarithme de IS, on résout la solution, on fait de l'algèbre un peu avec cette relation exponentielle et on arrive avec une relation qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante. Donc, manipulation algébrique et euh, classique que vous savez faire, qui nous amène à cette relation VD2 est égal à VT1 plus état VT fois le logarithme de I2 sur I1. Puis on vous fait maintenant un coup qu'on va vous faire un certain nombre de fois dans le trimestre. C'est un exemple, mais via cet exemple, on dérive une relation, puis dans le fond, cette relation est en train de vous dire, si vous connaissez, si vous mesurez la chute de tension sur la diode à un point et que vous la savez pour un certain courant et que vous allez mesurer la chute de tension sur la diode à un autre point d'opération pour un autre courant que vous avez pu mesurer au multimètre, c'est relié par cette équation. Vous connaissez VD2, vous connaissez VD1, vous connaissez VT, vous connaissez ID2, vous connaissez ID1, il vous reste une inconnue, état. Cette relation nous permettrait d'aller mesurer expérimentalement au laboratoire quel état vont faire en sorte que la relation théorique colle sur ce qui se passe expérimentalement. Donc, important. Donc, on laisse ça de côté et on se sert de cette relation, puis on poursuit notre exemple. Notre exemple par itération, on dit, OK, donc j'ai ma source sur laquelle il y a 5 volts. Je vais présumer qu'il y a 700 millivolts. Donc, s'il y a 700 millivolts, 5 moins 0,7 divisé par 1, il devrait y avoir 4,3 milliampères. Donc, c'est ce qu'on vient de calculer ici. Puis là, on tourne la manivelle là-dedans. On va dire, bon, si j'ai un VD0 qui est une tension de départ, état VT, log de ID1, ID2. Donc, je dis, bon, je pensais que j'avais 0,7 volts à 1 milliampère, mais en fait, un premier tour de boucle, je dis, ben, je pense que j'ai plus de chances d'avoir 4,3 milliampères sur cette base-là. Je fais le calcul et j'arrive, je dis, ah ben, sur la base de cette relation avec un état de 1,73, bon, je m'attends plutôt maintenant à avoir un VD de 0,763. Puis on tourne dans la boucle, puis on dit, OK, si effectivement VD est de 0,763, ben, je peux faire un deuxième tour dans la boucle et dire 5 moins 0,763 sur 1 kilo-ohm, ça va me donner 4,237 milliampères. Puis là, à 4,237 milliampères, je peux retourner une autre fois dans mon équation et je peux résoudre. Et puis, ah, tiens, 0,762 comme VD. Bon, mais 0,762 ou 0,763, de façon pratique, si je fais le travail avec un multimètre qui mesure ma grandeur à 1 millivolt près, ben, j'ai ma réponse. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin, pardon, mais généralement, il faut toujours exercer votre jugement dans un circuit électronique, tenter de donner des réponses à 6 ou 7 chiffres significatifs. En général, ça n'a pas de sens. Les instruments que vous allez utiliser au laboratoire n'ont pas cette précision-là. Donc, il y a toujours une notion de précision adéquate suffisante. Et là, comme on a atteint essentiellement la précision adéquate suffisante qu'on désirait, on s'arrête là. Et donc, si on revient maintenant à notre diode, et donc cette méthode itérative et cette relation, donc vous avez 2 points, vous pouvez aller mesurer le état.
revenons à ce modèle à tension constante. Bah, c'est pas bon ce modèle-là, c'est trop imprécis. Non, c'est un modèle qui est très utile parce que le premier modèle, quand on commence dans un circuit à diode, c'est ça qu'on va faire. On va dire, supposons que la diode a une chute de 700 millivolts, puis rentrons dans le circuit, puis analysons le circuit. Et pourquoi on peut faire ça et pourquoi ça donne des réponses assez proches de la réalité? C'est que typiquement dans les circuits que vous allez faire au laboratoire, qui sont alimentés à 10 volts, la différence entre 0,7, 0,76, 0,75, c'est une considération de deuxième ordre. Si vous voulez comprendre en gros comment le circuit fonctionne, le point de départ, c'est typiquement utiliser ce modèle à tension constante et de faire comme si la diode avait une chute de 700 millivolts et faire un premier tour, une première itération dans la boucle. Et bien sûr, en théorie, on peut toujours jouer au jeu que je montre là, mais en pratique, le plus souvent, je vous le montre là, une fois, puis c'est la dernière fois dans le trimestre, parce qu'on ne fera plus jamais ça dans le trimestre. On va d'habitude s'arrêter au modèle à tension constante qui va nous donner une précision suffisante pour le genre de calcul qu'on va faire. Et donc, dans une analyse rapide, on va considérer une chute de 700 millivolts, puis on dit, OK, donc, si j'ai 700 millivolts dans ce circuit, 5 moins 0,7 sur 1 kiloohm, 4,3 milliampères, et normalement, on va être satisfait et content de cette réponse dans un circuit. Puis, si on regarde, 5 est sensiblement plus grand que les fluctuations de la tension de la diode. C'est pour ça que finalement, on est content de ce résultat dans la plupart des circuits qu'on va faire concrètement. On revient à un petit rappel. Rappelez-vous qu'une grandeur est toujours exprimée comme sa valeur de repos plus un signal qui s'y rajoute pour avoir la valeur totale. Donc, I, petit i grand C est égal à grand I petit c plus petit i petit c, ceci étant le signal, ceci étant la valeur DC, le point de repos, et ça étant la valeur totale. Ceci est un rappel, parce que ça va revenir tout le temps, mais ne perdez jamais ça de vue dans le cours. Et donc, un modèle petit signal, parce que ce qu'on vient de dire, on va s'en servir, l'élaboration et l'analyse d'un modèle petit signal pour obtenir ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la pente de cette courbe. Pente avec laquelle, quand on a besoin d'être un peu plus précis que de dire VD est égal à 700 millivolts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au modèle petit signal qui est un point d'opération, 0,7, plus une pente. Et comment, là, le but ici de cette dérivation, c'est de trouver cette pente-là. Donc, j'ai mon exponentielle et je peux en faire la dérivation. Et je peux en faire la dérivation en mettant, et vous voyez le jeu, ici on a VD total qui est égal au point de repos plus le signal qu'on peut remplacer à l'intérieur de l'exponentielle qui nous permet d'isoler une autre relation qui est le ID total, qui va être le point de repos, plus quelque chose qui est lié au signal. Donc là, on a décomposé, c'est une propriété de l'exponentielle qui nous permet de séparer le point de repos et le comportement AC, qui est finalement l'approximation de premier ordre qu'on va rechercher. Et on peut faire un développement en série de Taylor de ça, ou on peut faire une dérivation classique, vous savez faire ça de votre cours de calcul, et ça va vous amener à la relation qui I est égal, donc le courant total, ça va être le point de repos, plus V plus 1 plus VD sur état VT. Et donc là, on vient finalement d'obtenir notre relation de premier ordre qui nous permet d'arriver à une grandeur qui est très importante et très intéressante, qui est la résistance dynamique de la diode. Et si on revient à la relation précédente, ben, la résistance dynamique de la diode, elle était ici. C'est c'est la résistance dynamique de la diode, c'est état VT sur ID,
Et chose intéressante que vous voyez dans cette relation-là, c'est que le point d'opération de la diode, le grand I grand D, qui est le courant DC qui passe dedans, détermine la pente de cette courbe. Et ça, c'est le genre de relation, comme je dis souvent dans ce cours, à garder sur une feuille aide-mémoire. Elle est peut-être un peu, ça peut être embarrassant de tenter de dériver ça en temps réel dans un examen. C'est à conserver sur une feuille aide-mémoire. Puis quand vous aurez réutiliser cette relation-là 10, 20, 30 fois, ben, vous aurez plus besoin de faire un effort pour l'avoir parce que vous allez vous en rappeler. Donc, la résistance dynamique de la diode, c'est eta VT sur ID. Donc, et cette résistance dynamique de la diode est déterminée par le point de repos. Et à titre d'exemple, si eta égale 2, ce qu'on va faire souvent, Veta est égal à 20, VT étant égal à 25 millivolts à température ambiante et ID est égal à 1 milliampère. On va souvent prendre ça comme point d'exemple, mais ça va nous donner un RD qui serait égal à 25 ohms. Maintenant, si je mets un ID dans ma diode qui n'est pas de 1 milliampère, mais de 10 milliampères, ben là, à ce moment-là, mon RD sera plus de 25 ohms, il va être de 2,5 ohms. Donc, et ça va revenir souvent dans l'analyse des circuits exploitant des diodes. Et donc, c'est quoi cette résistance dynamique-là? Ben, c'est la pente que l'on a ici qui dit que quand je bouge l'entrée, la sortie va bouger. Et comment les deux sont reliés? Ben, elles sont reliées par la pente de la diode, qui est sa résistance dynamique, qui est la linéarisation de cette relation exponentielle qui peut vous amener à des exemples. Donc, je vais vous laisser comprendre ces exemples, c'est analyser en détail, considérer un circuit alimenté avec 10 volts, j'ai 1 kilo-ohm en série, j'ai 3 diodes en série, qui est une façon de faire un bloc d'alimentation du pauvre homme ou du pauvre ingénieur perdu sur une île déserte. Donc, vous avez 3 diodes dans votre sac, vous les mettez en série, ben, ça va vous donner un bloc d'alimentation à 2,1 volts, 3 fois 0,7. Puis là, maintenant, on peut se poser comme question, ben, si ça fluctue, comment la sortie va fluctuer? Pardon, je peux faire ça. Donc, et comment la sortie à ce point-ci va fluctuer? Et c'est ce que cet exemple analyse. Donc, je vous laisse regarder le détail de l'exemple et vous pouvez prendre la question et tenter de résoudre cette question à partir des données du problème, considérant que les diodes ont une chute directe de 0,7 et une résistance dynamique donnée par eta VT sur ID, comme on vient de le discuter en long et en large. Donc ça termine ce que je voulais vous raconter sur ce sujet. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci de votre attention.